Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo 2 en 1 avec deux boîtiers, deux déballages de boîtiers, le Fractal Design Core 500 et le Fractal Design Note 304. Ce sont des boîtiers qui ont pas mal de choses en commun mais qui ont aussi de grosses différences. Contexte de cette vidéo, je suis en train de construire un NAS, qui est une plateforme PC à base d'architecture Intel sur carte mère ITX, et donc je cherchais un boîtier compact pour y héberger donc mon NAS. Je vous ai dit, il y a pas mal d'alternatives quand on se lance sur du NAS. Ce type de boîtier-là, c'est des boîtiers qui sont typiquement des boîtiers PC, vous avez même des boîtiers plus axés NAS. Mais je voulais quand même vous montrer ces deux boîtiers-là parce que c'est des boîtiers typiques qui sont très intéressants quand on construit des plateformes pas trop chères, qu'on cherche de la compacité et puis qu'on cherche quand même quelque chose qui soit un minimum élégant et puis bien conçu. Ce sont des boîtiers qui ont des choses en commun. Le critère principal, comme vous le voyez ici, c'est marqué sur les deux emballages. Ce sont des boîtiers mini ITX. Donc mini ITX, c'est la taille de la carte mère qu'ils vont héberger. Ces boîtiers sont conçus pour héberger des cartes mères donc au format mini ITX. L'autre particularité, c'est que ce sont des boîtiers qui sont relativement bas de gamme dans leur prix, mais qui ont des prestations quand même correctes. C'est-à-dire qu'on est chez Fractal, et chez Fractal quand même on fait les choses bien, donc ils ont de bonnes finitions, mais ça reste des boîtiers basiques en termes de boîtiers ITX. Mais je voulais quand même vous montrer les deux, comme ça s'il y en a un des deux qui vous intéresse, eh bien, vous pourrez en savoir un petit peu plus dessus. Évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire le descriptif de la fiche produit, ça vous pouvez aller sur le site Fractal et faire le travail vous-même. Mon objectif, c'est plus de vous montrer à quoi ils ressemblent et de vous dire ce que je pense de chacun de ces boîtiers. Je dis ça parce qu'évidemment, pour chacun des deux boîtiers Note 304 Core 500, vous avez des manuels qui sont très complets, donc qui sont illustrés, qui vous permettent de comprendre exactement comment le boîtier se démonte, s'entretient, avec toutes les pièces et des indications. Et puis aussi, vous avez donc en différentes langues, dont le français évidemment. Donc, alors, ils sont sommaires évidemment, mais vous pouvez les trouver en ligne, et puis vous avez donc toutes les descriptions, toutes les informations qu'il faut connaître sur le boîtier. Et puis évidemment, sur le site de Fractal, vous avez tout le reste des informations nécessaires pour pouvoir comprendre exactement ce que fait le boîtier. Alors, je vais les déballer, et puis ensuite, on va regarder exactement à quoi ils ressemblent et quelles sont leurs différences fondamentales. Vous le voyez, ces deux boîtiers, on dirait deux frères jumeaux, hein, même dans le déballage, ce sont des boîtiers qui se ressemblent énormément, parce que conceptuellement, c'est un peu la même chose. C'est l'intérieur et les fonctionnalités qu'ils proposent qui sont différentes. Le châssis, on va dire entre guillemets, est à peu près le même. Alors voilà les deux boîtiers côte à côte, donc vous voyez, ils ont exactement la même taille. Je vous ai mis les deux boîtiers l'un sur l'autre, que vous puissiez faire une vraie différence. Vous avez le Core 500 ici, le Note 304 au-dessus. Vous voyez, c'est la même taille, la même forme générale. La différence qu'on voit qui est significative, donc c'est la façade, puisque la façade n'est pas conçue de la même manière. Sur le côté ici, donc déjà c'est un capot en U, je vais l'ouvrir dans un instant, vous verrez, donc le capot en fait est en une seule partie, monobloc, en U comme ça avec les côtés. On voit qu'il y a une différence, ici on a une grille qui est de meilleure qualité sur le Node 304, alors que le Core 500 c'est plus basique, c'est juste une perforation dans le métal du côté. Et puis ce qu'on voit aussi, la grosse différence, c'est la différence de façade. Sur le 304, vous voyez qu'il y a une différence flagrante. Le corps, lui, il est biseauté. En fait, il a les entrées d'air sur les côtés ici, tout simplement parce qu'en façade, la façade est obstruée par le fait qu'il y a besoin ici de l'emplacement 5 pouces 1 quart, puisque lui, il propose en façade un emplacement 5 pouces 1 quart, quand le Node 304, lui, ne le propose pas. On sent aussi une différence au toucher, c'est-à-dire qu'ici, on sent quelque chose de froid. Donc je pense que c'est l'aluminium aussi en façade, alors que ici, ça me fait penser à du plastique. Donc j'ai l'impression que, évidemment, la finition de ce Core 500, qui est un modèle qui est censé être plus basique de toute façon qu'un Node, une finition elle est plus ici en plastique, imitation aluminium brossé, alors qu'en haut on est sur du métal. En tout cas c'est ce que je ressens au toucher, je sais pas je sais pas comment je peux le vérifier, mais voilà, c'est l'aspect que ça donne. Alors la ventilation elle se fait par le dessus et le dessous sur le Node, alors qu'elle se fait donc sur les côtés pour le corps. Donc vous voyez la différence majeure ici, c'est le biseauté et pas de biseauté sur le Node. Sur le côté du Node ici, vous avez les boutons, donc boutons d'alimentation, deux ports USB 3. Alors je pense que dessus vous pourriez y brancher que du 3.1 Gen 1, des choses comme ça, donc du 5 gigabits. Je ne sais pas si vous pourrez aller au-delà, je ne sais pas si les câbles fournis sont blindés, mais bon, ça permet quand même d'avoir deux ports USB 3 en façade, ce qui est quand même pas mal. Et puis vous avez une sortie audio pour y brancher un casque, et puis une entrée microphone, ce qui est vraiment pas mal. Sur
Le Core 500, lui, vous avez à peu près la même chose, sauf que vous avez le bouton de reset qui est à côté du bouton Power. Alors faut faire attention à ne pas se tromper parce que les boutons ont le même appui, le même clic, mais vous voyez, donc vous avez Power et Reset sur le côté. Vous avez ici donc la LED d'activité des disques durs, la sortie casque, l'entrée microphone, et puis aussi les deux ports en façade. Donc vous voyez que, bon, à part le bouton Reset qui n'a pas l'air d'être existant là-dessus, c'est exactement le même concept en termes d'ergonomie. La différence majeure, on le voit là, c'est ici la B5 pouces 1 quart sur le Core 500, mais au détriment, vous allez voir d'autres points. Sur le côté gauche, quand on regarde le boîtier de face, on voit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a ici deux extrusions dans le capot pour y laisser respirer la carte graphique, puisque typiquement, même si moi dans mon cas de figure, pour un NAS, je ne vais pas avoir de carte graphique, en tout cas typiquement c'est ici à l'horizontale, enfin fixé comme ça, quoi, que vous allez avoir la carte graphique, et donc c'est ici que vous avez besoin d'entrée d'air, puisque la plupart du temps les cartes graphiques ont des ventilateurs sur leur dessous quand on les installe à l'horizontale, donc sur le côté ici, quand on les installe à la verticale. La différence majeure, encore une fois, une meilleure finition sur le Node 304, mais c'est normal. Finition en gris ici, espèce de gris mèche, alors que là, on a une finition beaucoup plus basique, métal perforé. Donc, je vous montre bien la finition, que ce soit bien visible. Donc la gris mèche ici sur le Node 304, et puis en dessous, la perforation très basique sur le corps. Alors le corps étant un produit qui se veut plus bas de gamme, plus accessible financièrement, évidemment, ça se comprend, ça coûte beaucoup moins cher de faire ça que de faire ici un insert, un rajout sur le Node. À l'arrière, je vous l'ai dit, ce sont des frères jumeaux, donc vous allez avoir exactement la même chose. Ventilateur de 140 mm de chez Fractal, ils ont choisi la version blanche pour que ce soit un petit peu contrastant. De la même manière, les équerres sont blanches pour le côté contrastant. Donc vous avez deux emplacements PCI, donc principalement pour votre carte graphique, mais vous pouvez l'utiliser à d'autres fins. Vous avez ici donc la sortie pour la carte mère ITX, donc mini ITX évidemment. Et puis ici vous avez le repiquage d'alimentation, donc ici en fait c'est juste un câble qui part dans le boîtier, on va le voir dans un instant. Concernant l'ouverture des boîtiers, vous voyez ici qu'on a des simples vis à main avec une petite rondelle pour éviter d'endommager la finition du boîtier. C'est basique, mais ça a fait ses preuves. Et donc il y en a 4 qui sont acérés correctement, ça évitera toute vibration. Et puis comme ça vous ouvrez et puis vous pouvez accéder à l'intérieur. Alors du coup, on se rend compte que c'est pas un boîtier qui va être pratique au quotidien pour aller dedans pour l'entretenir ou pour le modifier. Mais maintenant, est-ce qu'on va vraiment souvent dans un PC? Je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous avez un besoin quotidien ou hebdomadaire d'aller dans votre PC pour y modifier des trucs, évidemment, ça va être contraignant les vis à main par rapport à même ce que fait Fractal ou ce que peuvent faire d'autres concurrents. Donc à vous de voir si ça vous intéresse de partir sur ce type de boîtier. En tout cas, moi je vous le précise, ce sont bien 4 vis à main, quel que soit le boîtier. Au passage aussi, vous avez ici un interrupteur à l'arrière qui permet de changer la vitesse de rotation des ventilateurs. Donc vous voyez ici, c'est un interrupteur 3 positions, high, medium et low. Et cet interrupteur n'existe que sur le Node, il n'existe pas sur le Core. Le Core est une version, je vous l'ai dit, qui est plus bas de gamme, donc il n'a pas cette possibilité-là. Avant d'ouvrir les boîtiers, je vous propose de jeter un petit coup d'œil au-dessous de ces boîtiers justement. On a ici des filtres qui permettent donc un entretien facile du boîtier pour éviter de faire rentrer la poussière. Ce ne sont pas des filtres magnétiques, vous voyez qu'il faut les glisser dans les emplacements prévus. C'est un petit peu dommage, ça serait beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile d'avoir des filtres magnétiques. Par contre, vous voyez que c'est le même principe sur les deux. Donc vous avez ces filtres qu'il suffit de glisser comme ça, et puis vous pouvez les enlever et faire le ménage facilement. Par contre, ils ne sont pas extractibles depuis l'avant du boîtier, ils ne sont pas facilement accessibles, donc puis vous voyez, à remettre en place, c'est... Bon, là je le fais comme ça, en tenant la caméra dans la main, donc forcément c'est toujours plus laborieux. Mais ça va pas être pratique d'entretien, il va falloir soulever le boîtier à chaque fois que vous voulez accéder au filtre qui se trouve sous le boîtier. C'est pas un filtre qui est accessible depuis l'avant que vous pouvez glisser. Ce qui est surprenant par contre, c'est que sur le dessous, le Core 500, qui est censé être plus bas de gamme, paraît mieux, c'est-à-dire qu'il a des beaux patins en caoutchouc, alors que le Node, lui, il a des tout petits patins de rien du tout. Je sais pas pourquoi. Alors bon, c'est une impression, hein. Pour le reste, bon, ça c'est exactement le même fond, donc voilà. C'est juste que ici ils auraient pu faire le même choix et de mettre ces patins arrondis, ils l'ont pas fait. Alors est-ce que c'est pour que le Node paraisse plus bas, plus plaqué au sol? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une différence majeure.
Et cette différence majeure, bah, on la voit ici sur le dessous. Vous voyez au passage aussi que l'entrée d'air ici du Node, enfin je sais pas si c'est une entrée d'air, mais en tout cas il y a un vrai trou entre la façade et le devant du boîtier, qui n'est pas filtré. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. On verra après s'il y a un risque de faire rentrer de l'air par là, et donc de la poussière. Mais on a le même principe de toute façon sur le corps, avec ce trou ici, qui lui aussi permet de faire rentrer de l'air, et j'espère que c'est filtré tout ça. Il est maintenant grandement temps d'ouvrir les deux châssis, donc je vais le faire pour chacun des boîtiers, puis comme ça on va pouvoir découvrir ce qu'il y a exactement dedans, ce qui se cache en termes de différence, puisque là vous allez voir les vraies différences entre les deux boîtiers. Et on est maintenant face à la vraie différence que vous pouvez donc constater. Évidemment, le Node, lui, est conçu pour accueillir des disques durs, 6 disques durs, que ce soit du 3 pouces et demi ou du 2 pouces et demi, il a 6 chariots. Alors malheureusement, les chariots ne sont pas extractibles sans tournevis. Il y a une vis ici, pour laquelle il faut absolument un tournevis, sinon vous ne pourrez pas retirer le chariot. C'est une vis non vis à main. C'est un petit peu dommage, mais je pense que de toute façon, vu la compacité de la chose, ils auraient pu difficilement faire autrement. Les vis au bout sont des vis à main, mais comme elles sont serrées d'usine, bah pour le premier desserrage, il va falloir y aller au tournevis, sinon vous allez vous éclater les doigts. Et du coup, on voit que ces trois racks sont extrêmement bien tenus. Alors je vous en démonte un, et je vous ai pas choisi pour n'importe quelle raison celui-là. Il y a une vraie raison, et je vais vous expliquer dans un instant. Donc je retire celui-là, je vous montre juste que pour chaque rack, donc vous avez l'emplacement pour mettre 2 disques durs. À nouveau, hein, si vous voulez voir l'installation exacte, je vais vous montrer ça dans ma vidéo sur le NAS, puisqu'on mettra dedans au moins 2 disques durs 3 pouces et demi, donc vous verrez ce que ça donne en termes d'installation. Donc les patins que vous voyez ici, là, les 4 patins, c'est les patins où vous mettez les vis de disques durs, et évidemment c'est des patins anti-vibration, pour limiter au maximum la propagation des vibrations dans le châssis du boîtier. Alors pourquoi j'enlève ce rack là et pas forcément les autres? Alors évidemment chaque rack, hein, vous pouvez tous les enlever si vous voulez, vous pouvez garder que celui du milieu, que celui de gauche, etc. Celui-là, pourquoi je l'enlève? C'est pour vous montrer que quand vous allez installer une carte mère avec une carte graphique assez longue, eh bien ce rack là il va falloir le faire sauter, puisque c'est dans l'alignement en fait de la carte mère ici. Voilà, c'est le rack à faire sauter pour pouvoir y placer la carte graphique avec les emplacements PCI Express du bout. On voit ici les petits connecteurs, donc alimentation Molex et puis alimentation de 3 ventilateurs. Donc ça c'est pour le répartiteur de ventilateurs. Vous avez ici un ventilateur, donc 140 mm fractal, et si je retourne le châssis, on voit sur le devant ici 2 ventilateurs 92 mm de chez Fractal, donc des ventilateurs de qualité correcte. Moi dans mon cas de figure, dans ma build finale, je vais les remplacer, je vous montrerai pourquoi. Enfin, je vous expliquerai pourquoi. Je les remplace par des Noctua, et je vais faire un swap complet Noctua, et je pense du coup, comme je vois que les ventilateurs sont blancs, et les racks ici sont blancs, je vais faire une installation Noctua en blanc. Ici, vous avez l'emplacement pour l'alimentation. Alors l'alimentation, en fait, j'aurais dû vous le montrer de l'autre côté, parce qu'elle va de l'autre côté. Donc c'est ici où vous placerez l'arrière de l'alimentation. Vous avez le petit sachet de visserie. En termes de visserie, voilà ce qui est fourni. Donc vous avez de quoi fixer la carte mère ici, quelques petits zips pour venir fixer vos câbles, les verrouiller pour éviter qu'ils se baladent un peu partout dans le boîtier. Donc vis disque dur, et puis d'autres vis qui peuvent être utiles aussi pour l'installation de l'ensemble. Donc pour le montage complet, on verra dans la vidéo finale, c'est le même principe pour les deux, donc vous comprendrez. Ici on voit que l'alimentation vient s'afficher ici, ça c'est l'arrière de l'alimentation, et ici bah, vous avez le repiquage du réseau électrique ici, qui vient se mettre et qui vient se brancher sur l'alimentation. Il faudra évidemment penser à allumer l'alimentation, donc son interrupteur, pour éviter de... en fait il ne sera pas accessible, donc... pas oublier de le faire avant de refermer le boîtier. Dernière chose, sur le Node 304, vous voyez que l'espace interne est énorme, puisqu'ici il va y avoir la carte mère. À nouveau, hein, je vous renvoie vers la vidéo d'installation, c'est la seule qui vous permettra de vous rendre compte exactement de la place qui est à cet endroit-là, mais vous avez vraiment une place énorme. Ici à l'intérieur, au-dessus de l'emplacement mini ITX, on voit les trous d'ailleurs d'installation mini ITX. C'est dommage qu'ils n'aient pas été préinstallés de manière à pouvoir accélérer un petit peu l'assemblage du PC. Mais vous voyez que vous avez vraiment la place pour mettre un refroidissement digne de ce nom. Au passage, vous avez aussi ici tous les câbles qu'il va falloir donc connecter. Vous avez l'HD audio, donc pour la partie frontale, puisque vous avez, je vous ai dit, microphone, casque en façade. Les petits connecteurs en vrac ici, c'est
le bouton d'alimentation, les voyants et compagnie. Vous avez ce connecteur-là, qui est le connecteur pour les deux ports USB 3 de façade. Voilà, et puis là, ici, vous avez le câble, enfin le connecteur pour le câble d'alimentation, qui est coudé, pour permettre de rentrer dans le boîtier. On peut faire sauter aussi la façade du Node. Vous voyez que il suffit de tirer dessus. Derrière, on y voit les ventilateurs qui sont protégés par des grilles mèches. Alors là, c'est pareil, ça va être d'une galère pas possible pour l'entretien, puisqu'il faut faire sauter la façade quand on veut faire l'entretien. Mais au moins, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la possibilité donc d'accéder au filtre. Le cache lui-même est extractible. Il y a des petits crochets sur les côtés. Je vais vous montrer quand je vais le reclipser comment ça se passe. Et vous pouvez donc changer les ventilateurs. Ce que je vais faire, pas que les ventilateurs soient mauvais, c'est pas du tout le cas, mais je vais les remplacer par des ventilateurs Noctua qui me permettront de vous montrer aussi ce que fait Noctua dans le domaine. Et puis je pense que d'ici là, vous aurez déjà eu la vidéo sur Noctua, donc vous aurez vu en quoi ça consiste. Voilà, donc une plaque en plastique qui est quand même bien finie, puisqu'il y a même le logo Fractal dessus, et donc qui vient se clipser en fait. Hop. Voilà, donc il suffit juste d'appuyer sur les pattes ici, et puis elle va se déclipser. Alors à une main, je ne peux pas le faire, donc comme je tiens la caméra, je ne peux pas vous montrer, mais il suffit donc de l'appuyer ici comme ça, et puis de tirer en haut et en bas, et le châssis, enfin l'ensemble va venir, hein, comme ça. Voilà, vous voyez, j'arrive même à une main à le faire. Ça résiste un petit peu, mais au moins ça tient bien. Voilà, alors par contre, vous voyez que pour faire l'entretien, c'est un petit peu laborieux, puisqu'à chaque fois, il va falloir venir arracher la façade de votre boîtier. Du coup, cette grille-là, c'est juste vraiment de la déco, puisque la protection anti-poussière se fait via les filtres. Voilà, bon, on va passer maintenant sur le Core 500, comme ça vous allez voir la différence de conception, puisque finalement, c'est à peu près les mêmes châssis. Alors le Core 500, lui, il n'y a pas du tout de ventilation à l'avant, hein, je vous le montre. Par contre, donc pas de ventilation du tout en façade, puisque en fait, toute la façade est utilisé pour le rack qui est là. Alors le rack qui est là est évidemment beaucoup moins logeable que celui-là en termes de support 3,5 pouces, mais vous permet quand même d'avoir en façade un orifice ici qui se déclipse. Donc c'est bien du plastique, hein, ça c'est sûr et certain pour celui-là. Et donc vous pouvez avoir en façade ici un emplacement 5 pouces 1/4 pour y mettre lecteur de Blu-ray, graveur, etc. en fonction de ce que vous voulez, ou éventuellement un rack à disque dur 3,5 pouces si vous voulez. Et comme ça, vous pouvez aussi avoir un disque dur extractible facilement accessible directement depuis la façade du boîtier. Évidemment, le cache que j'ai fait sauter se remet en place. Donc si vous changez d'avis dans le futur, vous pouvez tout à fait revenir en arrière et refermer la façade de votre boîtier. Donc on a un emplacement 5 pouces 1/4, en dessous on a un emplacement 3,5 pouces, alors qui malheureusement n'est pas ouvert, cet emplacement 3,5 pouces. Alors pour les nostalgiques qui voudraient y brancher, je sais pas quel produit, je pense au lecteur de disquette, mais bon de nos jours, un lecteur de disquette, il faut vraiment faire du rétro PC pour en avoir besoin, et sur un châssis TX, je vois pas trop ce qu'on peut y mettre. En tout cas, ce support 3,5 pouces ici, c'est vraiment un support pour les disques durs, donc vous pouvez y brancher un disque dur 3,5 pouces. En dessous, vous avez, exactement comme dans le Node, vous avez l'emplacement pour l'alimentation. Alors là, je vous montre à nouveau à l'envers, hein, l'alimentation se glisse dans l'autre sens. Donc là où on regarde vers le devant ici de ce qu'on regarde, c'est la sortie des câbles d'alimentation. Évidemment, l'alimentation se fixe de l'autre côté. Donc vous la glissez pour avoir la sortie avec son interrupteur ici. Et donc vous avez le renvoi comme l'autre qui est ici, renvoi d'alimentation qu'on voit là. Même si entre le Node 304 et le Core 500, je trouve le Core 500 en dessous en termes de finition, je vous ai dit façade plastique, etc. Le truc que je trouve génial, surtout pour le prix concernant ce boîtier-là, c'est la modularité de ce boîtier. Je vous ai dit ici, donc ce rack ici qui permet d'y connecter la partie water cooling, vous pouvez l'enlever. Il y a des vis ici, il y a des vis là, et vous pouvez le retirer. Vous pouvez enlever le chariot ici, sur lequel vous mettez votre lecteur 5 pouces 1/4, votre lecteur 3,5 pouces, vous n'êtes pas obligé de le garder, il y a quelques vis à enlever, il se retire facilement. Et surtout, il y a ici, dans cet espace-là, il y a eu du travail pour y mettre du stockage, et ça de manière efficace. Donc si on regarde ici, vous voyez, comme je vous l'ai montré, vous avez bien ici un support à disque 3,5 pouces. Donc vous en mettez un ici et un autre ici, ce qui en fait deux. Vous avez la sortie de câble qui peut se faire ici pour l'alimentation, pour les ports SATA, donc très pratique. Vous voyez des petits crochets métalliques qui sont là. C'est parce que au dos de l'endroit où vous allez connecter vos lecteurs 3,5 pouces, vous pouvez mettre deux lecteurs 2,5 pouces. Donc vous pouvez en mettre un ici et un là, ce qui fait déjà 4 lecteurs, 2 3,5 pouces, 2 2,5 pouces.
C'est déjà pas mal, je trouve, dans un petit boîtier. Le chariot qui est ici, vous pouvez évidemment, sur la partie basse ici, mettre un lecteur 3 pouces et demi, donc un disque dur. Vous pouvez aussi mettre un lecteur 2 pouces et demi, il faudra un adaptateur, mais vous pouvez aussi en mettre un ici si vous le souhaitez. Et c'est pas fini, et c'est ça que je trouve très très bien conçu. Si vous déconnectez ici la façade, qu'est-ce qu'on trouve derrière la façade? Ben, on trouve ici encore un emplacement pour un lecteur 2 pouces et demi. Alors évidemment, vu la compacité du boîtier, il aurait été impossible de mettre en façade du 3 pouces et demi, mais vous avez encore le 2 pouces et demi avec ici le passe-câble nécessaire, toujours ébavuré, donc aucun risque de se couper. Vous passez vos câbles directement dedans et vous pouvez mettre encore un disque là. C'est, si je résume, 1, 2, 3 emplacements 2 pouces et demi, 2, 3 emplacements 3 pouces et demi. Pour moi, c'est vraiment sans faille, cette conception-là. Avec en plus la possibilité de mettre un water cooling de 280 mm en gardant la compatibilité avec une carte graphique quand même pleine longueur. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce type de boîtier. Évidemment, ça restera ultra compact. Évidemment, malheureusement, la finition n'est pas premium, on va dire, mais ça reste quand même élégant, ça reste bien fini, c'est joli. Hein. Les premiers boîtiers Define étaient aussi en façade plastique et ça vieillit très bien dans le temps, même mieux d'ailleurs que du métal, je trouve. Donc voilà, au final, moi pour le prix, je suis franchement étonné. Concernant la visserie, bah, c'est la même chose. Vous avez quelques vis à main offertes en plus. Alors je ne sais pas exactement si c'est pour en remplacement, parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Vous avez quelques petites vis, les vis pour disque dur, et puis les vis courtes, comme ça. Alors, évidemment les vis à disque dur, il y en a moins, puisqu'il y a moins de possibilités de disque dur. Vous en avez au moins, je pense, 12 là-dedans, ce qui vous permet de brancher les 3 disques durs. Ici, donc, pour vos périphériques 5 pouces 1 quart, donc pour aller dans les petits emplacements qui sont là. Donc normalement, il y a tout ce qu'il faut en termes de visserie pour ce boîtier. Reste à voir l'intérieur. Alors là, vous allez voir qu'il y a une vraie différence par rapport au Node 304, puisque ici, alors il y a le capot ici. Et donc là, au niveau compatibilité avec différents radiateurs, ça va être plus compliqué, mais c'est tout à fait possible encore, hein, il n'y a pas de souci particulier. Vous pouvez y mettre des gros radiateurs, il n'y a pas de contre-indication. Et surtout, la grosse différence qu'il faut noter, c'est que ce rack que vous avez là, ce rail en métal que vous avez là, que vous n'avez pas du tout ici, il vous permet quoi? Il vous permet d'y mettre un water cooling. Un water cooling de 280 mm maximum. Et donc ça veut dire que ce boîtier est compatible avec des kits de water cooling. Alors évidemment, hein, il ne va pas falloir aller trop épais en water cooling, puisque de toute façon ça va vous manger l'emplacement de votre emplacement 5 pouces 1 quart en fait. Mais vous pourrez quand même mettre, peut-être en enlevant ce ventilateur-là s'il gêne, vous pourrez mettre un emplacement, vous pourrez mettre donc un water cooling en extraction. Donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de filtre ici, donc c'est tant mieux. Donc vous ferez sortir l'air en fait par le dessus, ce qui fera une convection naturelle, ce qui permettra d'avoir un bon refroidissement. Et donc dans un boîtier aussi peu cher entre guillemets, vous faites rentrer un water cooling de 180 mm, donc de 2 fois 140 mm, ou éventuellement de 2 fois 120 hein, si vous préférez. Vous avez donc les deux compatibilités, 120, 140. Vous pouvez évidemment mettre aussi un kit de water cooling simple, donc 120 ou 140 mm, mais en général leurs performances sont tellement médiocres qu'il vaut mieux partir sur un ventirad standard, c'est quand même plus intéressant. En tout cas, vous voyez au niveau espace ce qu'il y a dedans. Et la chose qui est à noter, c'est que, eh bien ici, il y a tout qui est prêt pour y accueillir votre carte mère Mini TX. Ils ont déjà préassemblé le nécessaire. Donc là, vous gagnerez du temps à l'installation. Au niveau de l'intégration d'une carte graphique dans le Core 500, c'est tout à fait possible. Vous voyez déjà qu'il est extrêmement long. Vous pouvez mettre une carte graphique même assez longue. Si vous avez peur d'avoir une interaction avec la partie métallique qui est là, elle est démontable. On voit ici les petites griffes. Donc 2 petites griffes, elle est coulissante vers l'arrière en fait. Et vous avez là la petite vis qui la retient. Donc si vous voulez la démonter, eh ben c'est comme pour le Node, il va falloir aller devant. Et puis là vous allez retrouver, donc vous arrachez le capot. Le capot qui d'ailleurs lui est en plastique et qui n'a pas d'électronique. L'électronique est sur le petit devant là ici en plastique. Et puis donc vous avez les vis ici à retirer, une de chaque côté. Vous reculez le rack et donc vous allez vous retrouver avec un boîtier beaucoup plus simpliste. Vous gardez toujours 2 emplacements ici pour vos disques durs. Vous perdrez ce châssis-là et la capacité de mettre un emplacement 5 pouces 1 quart, mais vous aurez la possibilité de mettre votre water cooling de 280 mm et en plus
vous n'aurez plus du tout de soucis pour votre carte graphique. Donc si vraiment il y a besoin, c'est possible aussi de déshabiller le Core 500 pour en faire une machine beaucoup plus logeable si nécessaire. En termes de branchement, c'est tout pareil que le Note 304, l'HD audio, les différents connecteurs unitaires pour le reset, la LED HDD et la LED Power. Alors évidemment, hein, celui-là a un bouton reset, l'autre n'en a pas apparemment, ou en tout cas j'en ai pas vu. Et puis le dernier connecteur qui est là, qui est le connecteur double pour l'USB 3, donc qui viendra trouver sa place sur la carte mère. Et c'est pas fini, il y a un autre point qui m'a bien surpris. Cet autre point se trouve ici. Alors évidemment, il faudra ouvrir le boîtier pour s'en rendre compte, mais vous avez donc sous la partie perforée, ici je vous ai dit, hein, ça fait très basique en termes de finition, c'est juste du métal perforé, mais ils sont quand même venus mettre une grille mesh, donc un filtre, en fait, sur bandeau magnétique, et vous pouvez tout simplement le lâcher comme ça sur le boîtier, et il vient prendre sa place, et il tient très très bien. Et donc c'est ultra pratique. Alors évidemment ultra pratique pas à l'usage, puisque quand il faudra faire le ménage, il faudra ouvrir le boîtier. Je vous ai dit, ce boîtier-là a des vis à main, donc c'est pas le plus facile pour faire l'entretien. Mais quand vous aurez besoin de faire l'entretien, c'est quand même ultra facile de venir mettre et d'enlever le filtre, et puis c'est facile à nettoyer. Voilà, c'est pratique. Alors ce filtre-là, il est disponible à plusieurs endroits. Il n'y a pas de filtre sur la partie ici, partie alimentation. Par contre, côté carte graphique, qui est quand même un endroit où la poussière va être aspirée, puisque la carte graphique est en général des ventilateurs qui vont aspirer la poussière, eh bien vous avez ce filtre magnétique ici qui vient lui aussi filtrer l'air qui va rentrer. Alors évidemment, si vous êtes dans une situation où le boîtier n'est pas très visible, et où vous l'utilisez un peu comme un serveur et vous avez besoin 24h/24 de laisser tourner, ces filtres-là, vous pouvez sans problème les mettre à l'extérieur. Ça ne va pas faire joli, mais ce sera éventuellement une possibilité. Par contre, normalement, c'est conçu pour être mis à l'intérieur. Donc vous avez ici le côté métallique. Donc au final, vous choisissez de quel côté vous voulez le mettre. Si vous le mettez à l'extérieur, donc voilà en gros ce que ça donne. Vous allez voir, ça fait pas joli du tout. Enfin, encore que c'est pas si moche que ça, hein. Moi, je pense que c'est tout à fait envisageable de les mettre à l'extérieur. Et du coup, ça vous permettra vraiment de faire le ménage très facilement et d'empêcher la poussière de rentrer dans la tour. Puis si vous êtes plutôt adepte d'un look plus passe-partout, bah, vous les mettez à l'intérieur et on n'en parle plus. Le filtre sera invisible. Par contre, l'entretien sera un peu plus compliqué. Voilà, donc au final, moi qui avais, je ne sais pas comment le dire, un a priori, on va dire, plus négatif sur ce boîtier, au final, si j'avais besoin de monter une petite build ITX pas chère, je pense que je partirai sans problème sur ce boîtier-là. Vous avez vraiment tout. Pour le prix, je pense que vous pouvez difficilement lui reprocher quelque chose. Vous y mettrez les plus gros radiateurs, les plus gros water cooling, enfin pas les plus gros, mais en tout cas vous mettrez de gros water cooling. Et normalement, en enlevant le chariot ici, si vous n'en avez pas besoin, vous pourrez faire tout rentrer. Surtout si vous mettez une alimentation SFX au lieu d'une alimentation ATX. Donc une très très bonne surprise ce boîtier-là. Et j'aimerais bien, au cours de cette année 2021, qu'une marque, que ce soit, je ne sais pas, ASRock, MSI, Asus, Aorus, peu importe en fait, me prête du matériel pour que je finisse une build complète avec water cooling autour de ce boîtier, parce que j'aimerais vraiment voir à quoi ça ressemble une config ITX un petit peu poussée sur ce type de châssis. Ça a l'air d'être super intéressant. Voilà, donc deux boîtiers qui sont, je trouve, alors je dirais des frères jumeaux, mais des faux frères jumeaux en fait. Ces deux boîtiers qui sont extrêmement similaires dans leur architecture, similaires dans leur look, mais pas dans leur finition, puisque donc je vous ai dit, celui-là, le corps est beaucoup plus plastique, avec une façade plus en plastique, et des finitions plus basiques, avec une extrusion simple, alors que le Node, lui, il a une finition qui est plus élégante, avec ses petites grilles mèches. Par contre, vous voyez ici, pas de compatibilité water cooling avec l'aération qui est sur le dessus. Possibilité d'avoir un emplacement 5 pouces 1 quart si vous partez pas sur du water cooling ici, avec en façade donc la trappe 5 pouces 1 quart, que vous n'avez pas ici. Par contre ici vous avez 6 disques durs 3 pouces et demi, ici vous n'en avez que 3. Pour moi c'est deux variantes qui sont toutes les deux très intéressantes. Elles offrent des avantages l'une comme l'autre. Il n'y en a pas forcément une meilleure que l'autre. Évidemment, alors il y aura le rapport qualité-prix. On va prendre quand même 2 minutes, je vais vous montrer les prix sur Amazon, que vous puissiez vous faire une idée. Le Core 500, au moment où je publie cette vidéo en janvier 2021, il est indisponible. Indisponible que ce soit sur Amazon ou sur les principaux sites d'achat, du genre LDLC, Material.net, Top Achat, etc. etc. Normalement, son prix standard, quand vous le trouvez en stock facilement, il est entre 50 et 60 euros. Entre 50 et 60 euros, c'est un bon investissement, enfin une bonne dépense plutôt,
si vous voulez vous faire une petite config ITX compacte, et en ayant des possibilités de mettre des composants quand même assez avancés dedans, puisque ce boîtier permet soit de mettre un gros ventirad, soit de mettre un radiateur de 280 mm avec un petit water cooling, et puis en plus est logeable dans le sens où vous pouvez mettre une grosse carte graphique dedans, ça ne lui posera pas trop de problèmes et vous aurez toujours de l'emplacement pour mettre des disques durs. Donc en termes de boîtier ITX, c'est évidemment pas le plus beau ou le mieux fini, mais pour le prix, si vous l'achetez entre 50, 60 euros, 70 euros vraiment grand max, c'est un bon boîtier compact qui sera très facile à configurer et à y mettre de l'équipement dedans. Le Note 304, lui, il est dans des gammes de prix entre, on va dire 60 quand vous faites une très bonne affaire et que vous avez un super deal, à 80 euros qui est son prix, je dirais, normal, 90 euros, allez sur quelques sites français si vous voulez vraiment acheter sur des sites français. Donc voilà, c'est la latitude de prix qu'il faut imaginer. Aux alentours de 80 euros, pour moi, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Et si vous voulez vous faire un NAS et que vous n'avez aucun intérêt dans les disques extractibles, et je pense que les disques extractibles ne servent pas à beaucoup de monde, honnêtement, moi je vois pas beaucoup de personnes sortir comme ça régulièrement des disques durs. Le jour où vous avez une panne ou un remplacement à faire, vous enlevez 4 vis à main, ça prend un tout petit peu plus de temps, et vous faites beaucoup d'économies. Et ben je pense que ces 80 euros là seront bien dépensés. Donc c'est le prix normal que vous pouvez espérer. Vous voyez les évolutions de prix sur Amazon. Il y a souvent des très bonnes promotions. Vous voyez des warehouse deals ou des prix en Black Friday autour des 60 euros. Et là, si vous le touchez à 60 euros, pour vous faire une config ITX, pour faire un NAS, etc., c'est vraiment un super achat. C'est pas le boîtier le plus haut de gamme que vous pourrez trouver, mais c'est un boîtier super sympa. À noter, pour ceux qui aiment le côté design de la chose, que le Node 304 existe aussi en version blanche. Et ce qui est super intéressant, c'est... Alors, je sais pas s'ils l'ont fait exprès dans le sens où ça leur aurait coûté plus cher de le faire comme ça, mais ils ont laissé les grilles métalliques en noir, ce qui fait que vous avez un super contraste, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs une variante noire avec les grilles blanches, ça aurait pu être intéressant. En tout cas, vous avez un boîtier qui est tout blanc, donc en métal blanc, assez joli, et vous avez les grilles en noir, et donc au final, ça fait aussi un design assez élégant, et vous voyez que chez Fractal, ils ont le souci du détail, alors ça existe aussi dans les autres gammes de boîtiers, mais du coup ils mettent les équerres en noir, pour être toujours contrastant, et donc au final, vous voyez que ça rend quand même, c'est assez joli, avec les équerres noirs, les grilles noires, vous avez un effet contrastant avec le blanc, mais sinon, à part ça, c'est le même boîtier. Alors en général, en blanc, il coûte un petit peu plus cher, mais bon, vous voyez qu'ici, en ce moment, par exemple, vous pouvez l'acheter en occasion à 62 euros, je pense que c'est une occasion sans défaut. C'est ça, les accessoires peuvent présenter des dommages esthétiques, mais l'article en lui-même ne semble pas endommagé. Donc voilà, vous avez un emballage endommagé, des accessoires endommagés, donc probablement les sachets ont été ouverts, et un article dans un état neuf. Donc vous voyez, vous pouvez faire de très très bonnes affaires. Ce boîtier-là à 60 euros, franchement, c'est imbattable pour faire une installation NAS. Moi je vous conseille, c'est le plus logeable, et surtout il est ultra silencieux et bien conçu. À partir du moment où vous mettez dedans évidemment des équipements de qualité, vous n'en serez pas déçus. Voilà, mais même s'il y a un avantage prix pour le Core en général, sauf promo sur le Node, pour moi il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur que l'autre. En fait, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de ce que vous allez vouloir en faire. Un exemple tout simple, si vous voulez partir sur du water cooling et vous voulez un boîtier pas cher, évidemment celui-là va faire l'affaire, alors que celui-là ne fera absolument pas l'affaire puisqu'il n'y aura pas de facilité d'installation de water cooling. Évidemment, vous pouvez brancher votre radiateur ici à l'arrière, mais vous aurez un radiateur simple de 140 mm, ce qui n'est pas exceptionnel en termes de performance, quand là, vous pourrez partir sur du 280 mm. Et donc, ça veut dire que dans ce boîtier-là, vous pouvez refroidir un i9 sans souci, évidemment en water cooling, alors qu'ici, refroidir un i9 en water cooling, ça va être compliqué. Il faudra plutôt partir sur une installation type air cooling avec un bon ventirad. Et c'est ce qu'on va faire, je vous montrerai, j'installerai dedans le Noctua NHU14S qui rentre tout pile poil là-dedans et donc qui aura sa place là, à cet endroit-là. Voilà, j'espère que ça vous donne un bon aperçu de ces deux boîtiers. En tout cas, deux boîtiers qui sont extrêmement intéressants. On se retrouve très prochainement pour l'installation de mon PC ITX, donc de mon NAS, ici dedans, dans le Node 304. Et puis peut-être par le futur, si j'ai l'opportunité ou la possibilité, on fera différentes vidéos sur le Core 500. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça aura été utile de vous comparer les deux boîtiers. Il existe d'autres marques évidemment, mais au moins vous aurez vu chez Fractal ce qu'ils proposent en boîtier mini ITX pour faire principalement donc, du serveur ou du PC gaming si nécessaire. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!